vous voyagez, vous rentrez aux États-Unis et vous perdez votre citoyenneté. Mais oui, parce que vous êtes entré justement avec un passeport américain, alors qu'à votre départ, vous aviez un passeport qui était celui de votre pays. Ben voilà, je vous rappelle justement, avant qu'on continue, que vous n'oubliez pas de joindre cette page. Mais oui, abonnez-vous, activez la clochette de notification, comme ça vous ne perdez rien. Ce que je viens de décrire est en fait l'histoire qui fait le tour des réseaux sociaux à propos d'une dame qui serait d'origine ivoirienne et qui se serait vue retirer sa citoyenneté américaine à l'aéroport. Maintenant, on en parle et on va en discuter pour savoir exactement est-ce que vous devez vous inquiéter, est-ce que c'est vrai, etc. Mais on commence déjà par la réponse la plus rapide. C'est tout à fait faux parce que la loi requiert justement un processus qui est assez complexe et on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la dénaturalisation ou alors la perte de la citoyenneté américaine? Quels sont les détails? Donc on va commencer d'abord pour vous dire quels sont les cas de figure dans lesquels vous pourriez vous retrouver dans une procédure de dénaturalisation. Évidemment, on va vous parler également des défenses que vous pouvez présenter et à la fin, vous aurez une meilleure idée de comment procéder. Mais déjà, on va mettre tout en contexte. Il faut comprendre que la dénaturalisation est extrêmement rare. Même pendant la guerre froide ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est très très rare pour qu'un citoyen américain justement perde sa citoyenneté. Donc, il faut déjà savoir qu'on parle à peu près peut-être 11 dossiers par an. Et c'était jusqu'en 2017. Bon, évidemment, lorsque le président Trump est venu lors de son premier mandat, il a justement indiqué qu'ils allaient évidemment poursuivre le processus de dénaturalisation envers ceux qui, par exemple, auraient eu un ordre final de déportation et qui auraient déposé justement des demandes de citoyenneté. Et c'est vrai qu'il y avait eu des dossiers comme ça où cela s'est fait. Mais malgré ça, ça reste toujours quelque chose d'extrêmement rare. Mais beaucoup d'entre vous, en fait, peuvent imaginer que ça va être quelque chose de très facile, etc. Déjà, pour revenir à cette anecdote qui fait le tour des réseaux sociaux, ce n'est pas possible parce que toute personne qui fait face à un processus de dénaturalisation a le droit de se défendre. C'est ce qu'on appelle le due process. Donc, on ne peut pas, justement, comme ça, manu militari, vous ôter votre citoyenneté sans que vous ayez le droit de vous défendre, ce qu'on vous dise exactement pourquoi on va vous l'ôter et ainsi de suite. Maintenant, la première chose que vous devez savoir, c'est que si justement il y a une conclusion de la part des autorités américaines que vous avez obtenu votre citoyenneté américaine à travers ce qu'on appelle misrepresentation, ça va être très très important parce que ça va jouer contre vous, évidemment. Également, le deuxième point, c'est si vous avez ce qu'on appelle la naturalisation des fraudes, justement basée sur la fraude. Ça, évidemment, et que vous avez été condamné à certains crimes ou certains délits. Ça, c'est le deuxième exemple sur lequel vous pourriez faire face justement à une procédure de dénaturalisation. Troisièmement, ça, si par exemple les États-Unis sont en état de guerre et que vous faites partie justement de l'armée américaine et que vous vous retrouvez maintenant évidemment renvoyé de l'armée de manière déshonorable, mais vous pourriez faire face à justement la dénaturalisation, surtout si votre obtention de la citoyenneté, elle était basée sur votre statut comme militaire. Ah oui. Et finalement, c'est une vieille loi qui est pratiquement plus en application, qui s'appelle de proviso. C'était la section 341 qui disait que les personnes qui justement c'était pendant la guerre froide, qui refusaient de témoigner devant le Congrès américain, justement, pourraient faire face à la dénaturalisation parce qu'on allait dire c'était des personnes qui avaient des activités subversives. Mais évidemment, nous parlons d'un texte de loi qui est applicable des décennies, mais ça existe toujours, c'est toujours listé. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail pour savoir, mais exactement de quoi parle-t-on? Donc, quand on parle justement en disant que vous avez obtenu votre citoyenneté de manière illégale, ce qu'on appelle illegal procurement, et justement parce que vous avez dissimulé une information, parce que quand on parle de misrepresentation, on parle de dissimuler. Maintenant, vous devez savoir que
vous devez remplir les conditions suivantes. Vous devez démontrer que vous êtes d'abord une personne qui est résidente permanente. Mais oui, parce que si vous n'avez pas la résidence permanente, vous n'êtes pas éligible pour la citoyenneté américaine. Voilà. Donc, deuxièmement, vous allez démontrer que vous êtes une personne de bonne moralité, donc good moral character. Et justement, ceci dans une période de 5 ou 3 ans. C'est pour ça que certains d'entre vous souvent déposent des demandes et ont commis des crimes et des délits et ne sont pas éligibles parce que les 5 années précédentes ou les 3 années précédentes, selon, en fait, vous avez encore commis ce crime. Donc, il va falloir attendre que cette période, justement, s'achève. Et finalement, vous avez démontré également que vous êtes présent aux États-Unis au moins la moitié, justement, des 5 ans ou des 3 ans, selon le cas échéant. Très important de savoir. Et vous allez aussi montrer que vous avez une présence continue. Mais oui, parce que vous ne pouvez pas, en fait, demander la citoyenneté américaine si vous ne résidez même pas ici. D'ailleurs, ça va plutôt de soi. Donc, évidemment, vous allez démontrer que, bon, vous avez gardé cette bonne moralité pendant toute cette période. Donc, c'est là où il y a toute une discussion. Évidemment, il y a certains d'entre vous, par exemple, qui ont du mal à maintenir leur résidence permanente, mais ce n'est pas là où est le problème. Le problème, c'est justement comment on peut vous accuser justement d'avoir fait ce qu'on appelle la misrepresentation, parce que c'est ça qui pourrait vous mettre en procédure de dénaturalisation. Mais en fait, on dit qu'on peut vous l'enlever si, par exemple, vous avez dissimulé un fait qui aurait permis à l'agent d'immigration de prendre une décision basé sur tous les faits. Donc, probablement, on ne vous aurait pas accordé la citoyenneté parce que c'est ça. Donc, on va dire qu'on vous reproche. Il y a 4 choses que le gouvernement doit démontrer. Ils doivent démontrer que, 1, c'était en fait délibéré, c'est-à-dire que cette dissimulation des faits, cette omission des faits était délibérée, donc willful. Vous l'avez fait, vous avez fait exprès en fait. Donc, ce n'est pas tout. Évidemment, vous saviez que justement, par exemple, vous avez prêté serment en disant, mais oui, mais moi, je n'ai pas été condamné, j'ai un casier judiciaire vierge, je n'ai aucune condamnation. Ça, c'est ce qu'on appelle concealment, parce que vous êtes en train de dissimuler. Vous savez très bien que, par exemple, vous dites, j'ai jamais été arrêté. Vous savez très bien que c'est faux et vous savez très bien, vous ne voulez pas en fait que l'officier le sache parce que vous savez que ça aura un impact sur votre demande de citoyenneté. Donc, c'est là où on parle de concealment, donc la dissimulation. Vous dissimulez l'information, vous omettez, vous donnez des demi-vérités, vous ne donnez pas tous les faits en fait. Voilà ce qu'on appelle concealment, voilà ce qui est considéré comme de la dissimulation, évidemment. Et vous devez montrer aussi que c'était quelque chose de matériel. En fait, le gouvernement doit démontrer que l'information que vous avez gardée par devers vous était importante pour qu'on puisse prendre une décision. Parce que si c'est une information qui n'avait aucun impact sur votre demande de citoyenneté ou selon que vous soyez qualifié pour la citoyenneté, mais ça, l'argument peut être poché. On en parlera quand on parlera des défenses un peu plus tard. Évidemment, donc vous avez montré que c'était un élément, voilà, ils doivent montrer que c'est un élément matériel important pour qu'on puisse vous donner votre citoyenneté. Donc ça, voilà un exemple dans lequel vous allez vous retrouver faisant face à la dénaturalisation. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens, c'est généralement que vous avez commis un crime ou un délit. Donc ça va vous revenir encore et encore et encore. Donc ça, c'est très très important, évidemment. Vous devez aussi, comme on a parlé justement, si on entend de guerre et que voilà, vous êtes quelqu'un qui est membre des forces armées, vous vous retrouvez en fait hors de vraiment renvoyé de l'armée, de manière déshonorable, évidemment, on va vous opposer cela. Bon, il y a toujours, évidemment, des défenses, hein, ça je l'ai dit. Donc, évidemment, le proviso également, dont on a parlé, on ne va pas trop s'étendre dessus puisque ça fait des décennies que c'est rentré en application, c'est plus vraiment applicable puisque ça s'appliquait plus pendant la guerre froide. Donc, évidemment, ce n'est pas tellement quelque chose qui est d'actualité. Donc, ça, c'est évident. Donc, évidemment, maintenant, on va vous présenter, mais c'est quoi, comment ça se passe? Parce que justement, pour vous dire pourquoi ce n'est pas possible, contrairement à ce que disent les réseaux sociaux, que quelqu'un puisse revenir aux États-Unis et se voir ôter sa citoyenneté comme ça. Voilà, sur place, sans question, the end, parce qu'on vous reproche un certain nombre de faits ou un certain nombre de gestes ou que vous aviez peut-être enfreint la loi. Mais même si c'est le cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quel est le processus? Le processus, c'est que si
USCIS, justement, pense que vous devez vraiment perdre votre citoyenneté, mais ils vont devoir maintenant préparer un dossier. Oui, ils vont devoir préparer un dossier, ils vont devoir expliquer tout cela avec la loi applicable, avec les arguments juridiques, et vont envoyer ça justement au US Attorney. Donc, c'est-à-dire que le procureur, je pourrais dire le procureur général au niveau de l'État fédéral. Donc, c'est à lui qu'on va, lui ou elle, qu'on va envoyer justement le dossier en disant, USCIS va dire, mais je fais une recommandation que cette personne doit perdre sa citoyenneté pour les raisons suivantes. Donc, vous voyez, on est très loin de la petite anecdote à l'aéroport. On n'est absolument même pas à côté. On est à des kilomètres de ça. Donc, je vous le rappelle. Et lorsqu'on le fait, maintenant, c'est le procureur général, donc au niveau de l'État fédéral, dans du US Attorney, c'est lui qui maintenant porte l'affaire devant la cour, donc ici ce qu'on appelle le District Court. Donc, c'est la cour qui a juridiction sur votre résidence. Ah oui, vous voyez, il y a encore une deuxième étape. Donc, non seulement USCIS fait la recommandation, envoie ça au bureau du procureur général de US Attorney's Office et eux maintenant prennent ça, ils apportent ça devant la cour de District Court. Donc vous voyez que c'est tout un processus qui se met en marche, donc c'est pas automatique. Donc évidemment lorsque c'est ça, vous allez être convoqué parce qu'on va dire justement il y a cette procédure de dénaturalisation qui a été enclenchée justement envers vous. Maintenant, lorsque ça se passe, il faut voir aussi, pour la petite histoire, qu'il y avait à peu près 2500 depuis 2017 de dossiers qui ont été enlevés, voilà, qui ont été recommandés au US Attorney's Office, mais on a à peine, il parlait, je pense, d'un chiffre qui était quand même assez bas, dont je pense à peu près moins même de 10% si je ne me trompe. Donc je vais dire, voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas parce que USCIS envoie le dossier que vous allez probablement être sujet à cette dénaturalisation, c'est-à-dire vous allez perdre votre citoyenneté. Non, non. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que justement, vous avez le droit de vous défendre, évidemment. Il y a dans certains cas, si par exemple la dénaturalisation, elle est basée sur ce qu'on appelle naturalization fraud, donc criminal revocation, parce qu'il y a ce qu'on appelle civil revocation et criminal revocation, donc ça dépend. On peut vous amener justement devant la cour de district court basé sur le fait que ça peut être de manière civile ou alors vous avez commis des crimes et des délits. Là, on entre dans le droit pénal. Donc là, si on entre dans le droit pénal, non, les textes sont clairs. Il faut commencer la procédure de dénaturalisation contre vous. Donc, évidemment, il y a certains types de naturalisation fraud. C'est énuméré, évidemment. C'est, voilà, on dit de savoir, justement, et de procurer de manière illégale ou d'essayer de procurer de manière illégale à l'aide de documents, justement. Donc, voilà, d'obtenir la citoyenneté. Donc, évidemment, des exemples qui viennent à l'esprit, on se dit, bon, il y a par exemple des convictions qui sont liées au terrorisme, évidemment le trafic de drogue. Évidemment, là-dedans, il faut comprendre que le gouvernement a la charge de la preuve de démontrer au-delà de tout doute raisonnable, beyond the reasonable doubt. Parce que quand on parle du droit pénal, vu que ça, justement, ça inclut la liberté, la perte potentielle de liberté de l'accusé, ben, le gouvernement a justement une charge de la preuve qui est extrêmement élevée. Donc, on ne peut pas juste venir comme ça, vous ôter votre liberté, vous priver de votre liberté et en plus de vous ôter votre citoyenneté. Voilà. Donc, évidemment, ça dépend dans quel type, en fait, de processus vous vous trouvez. Maintenant, quelles sont les défenses que vous avez? Mais oui, parce qu'on vient de dire tout ça, c'est un peu glauque, on est inquiet, on se dit, mais oui, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Ben, maintenant, il faut déjà une défense qui a été reconnue par la Cour suprême. Et ça, on a des grands arrêts et ça, c'était justement dans l'arrêt Maslan-Jack contre les États-Unis dans versus de United States. Ça, la Cour suprême a dit que le fait que vous soyez éligible pour la citoyenneté, ben, c'est une défense suffisante contre la dénaturalisation. Mais oui, ça s'explique. Parce que c'est un peu comme un effet de miroir. D'un côté, le gouvernement vous dit, ben, je vais vous ôter votre citoyenneté.
et vous, de l'autre côté, vous dites, oui, mais moi, je suis éligible, en fait. Voilà, évidemment, parce que n'oubliez pas, c'est le gouvernement qui doit prouver, parce que c'est eux qui vous amènent devant la cour. Donc, ils ont cette charge de la preuve, là, de démontrer, et vous, vous défendez. Vous n'êtes pas là pour faire, justement, de plaider au nom du gouvernement. Vous n'êtes pas là pour leur faciliter la tâche. Vous devez vous défendre. Donc, il faut toujours se rappeler, quand on est devant la cour, qui a la charge de la preuve. Donc, ce qu'ils appellent en anglais de burden of proof. Mais évidemment, la charge de la preuve, souvent, elle va d'une partie à une autre. Hein. Ce n'est pas que c'est figé comme ça. Mais là, on est en train de parler d'un cas spécifique, d'un type, justement, de procédure, de proceedings. Donc, voilà, ici, on parle de la charge de la preuve et c'est justement celle du gouvernement. Voilà. Donc, le fait que, justement, vous ayez... soyez éligible, vous pouvez dire, mais moi, je suis éligible. Et justement, et dans le cas de l'arrêt Maslanjak, mais c'est exactement ce qu'il dit en disant que non, évidemment, si la personne qui est en fait devant la cour, ben, elle peut dire, mais moi, je suis éligible, voilà, je suis éligible. Évidemment, ce n'est pas tout parce que ça dépend maintenant si c'est basé sur le droit pénal ou c'est basé sur le droit civil. Donc, évidemment, si c'est basé sur le droit pénal ou le droit civil, donc ils vont en fait, justement, par exemple, il y a un autre dossier également, ça c'était devant le 5e circuit, c'était les États-Unis contre Alouche, dans United States versus Alouche, donc en disant que M. Alouche, ben voilà, il n'avait pas le droit, il n'était pas qualifié pour la citoyenneté parce qu'il avait commis justement des crimes qui ne le rendaient pas qualifié. Donc, c'était en fait, ici on parlait plutôt du droit pénal. Donc, en fait, la défense de M. Alouche, c'est que justement, on lui a posé la question pendant la citoyenneté, pendant l'interview de la citoyenneté, on lui a seulement posé la question par rapport à son mariage, puisqu'il ajustait son statut basé sur les liens du mariage. Donc, l'officier lui a posé des questions par rapport à ça. Donc, on ne lui a pas posé de questions, évidemment, par rapport à son casier judiciaire. Donc, évidemment, et il a eu sa citoyenneté, mais selon le gouvernement, mais c'est que c'était en fait fraudulé, under false statement, parce qu'il a dit, justement, on a dit que bon, voilà, que même par exemple par rapport à son mariage, il avait donné des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes. Donc, ça, le gouvernement, mais maintenant, pendant son dossier, pendant justement le processus au criminel, parce que c'est ce droit pénal, on l'amène maintenant, on lui dit, ben, vous avez commis ce crime. Ben, en fait, on a vu que, évidemment, qu'il aurait toujours été qualifié pour la citoyenneté, malgré le fait que, justement, il ait eu ce casier judiciaire et ses convictions. Donc, évidemment, et qu'il avait pu démontrer qu'il avait vécu aux États-Unis de manière continue. Donc, il remplissait cela et en disant que, bon, voilà, la cour d'appel, que, bon, voilà, évidemment, que pour été, malgré le fait que le jury avait décidé autrement, dans la cour d'appel a déclaré que, bon, que être éligible pour la citoyenneté est une défense complète contre la dénaturalisation. Donc, voilà, évidemment, ça, c'est quand le gouvernement dit, mais voilà, vous l'avez obtenu de manière illégale. Vous pouvez dire, mais moi, j'étais, et lui, c'était ça. Il avait peut-être un casier judiciaire, il avait peut-être fait justement des déclarations mensongères par rapport à son état, à son mariage, mais en fait, quand on regardait les faits, il était toujours éligible pour la citoyenneté. Donc ça, c'est suffisant. Donc ça, c'est une façon, c'est une défense. Évidemment, vous pouvez aussi avoir une défense basée sur les faits, c'est normal. Quand on se défend, on se base généralement sur les faits, ok? Donc c'est normal. Il va le démontrer aussi, très important, je vais vous parler de ça avant qu'on en finisse, parce qu'il y a une très longue liste de défense, et pour vous montrer à quel point c'est complexe. Une autre, c'est basé sur est-ce que c'était matériel. Rappelez-vous, si on vous accuse de misrepresentation, il faut démontrer, il faut que le gouvernement démontre que ce fait-là était si important que ça aurait eu un impact sur la décision de l'officier. Donc, si maintenant vous arrivez à démontrer que, mais oui, d'accord, je n'ai pas en fait donné cette information, j'ai omis, je l'ai dissimulé, mais ce n'était pas matériel, donc on ne peut pas vous opposer cela. Voilà. Et donc, ça, c'était par exemple dans le grand arrêt Maslanjak contre les États-Unis. Mais Madame Maslanjak, justement, le problème, c'est qu'elle n'avait pas dit que son mari faisait partie des miliciens serbes en Bosnie. Donc, évidemment, le gouvernement lui a opposé cela en lui disant, mais voilà, vous n'avez pas dit en fait cela, donc évidemment, vous n'êtes pas... Mais maintenant, la question, c'est de savoir, mais est-ce que c'était matériel?
pour qu'elle obtienne la citoyenneté américaine. Donc, c'était ça la discussion. Donc, le fait que la dissimulation, ce dont on vous accuse, est-ce que c'était important? Ça, c'est un argument qu'il faut garder à l'esprit. Donc, voilà, évidemment, si la loi est ambiguë, vous avez le droit de dire, ben, la loi était ambiguë. Les questions sont ambiguës, c'est pas clair parce que le gouvernement doit vous poser des questions qui sont très claires, sans ambiguïté. Ah oui, donc ça, c'est également, il y a beaucoup d'arrêts qui en parlent. Évidemment, il y a aussi des arguments basés sur la procédure civile ou procédure pénale, c'est toujours comme ça. Quand vous vous défendez, on commence d'abord par la procédure pour voir s'il y a vice de forme ou vice de procédure. Et maintenant, s'il n'y a pas, on rentre dans, justement sur le fond. Donc ça, c'est un classique, justement, que tous les avocats connaissent. Vous avez aussi d'autres preuves que vous devez déposer. Si la loi aussi est ambiguë, elle est vague, ça, c'est aussi un moyen de défense. Oui, oui, tout à fait. Donc, évidemment, il y a aussi, c'est discrétionnaire, le juge a ce pouvoir discrétionnaire aussi. Donc, évidemment, voilà. Et tout ça, il y a des choses comme ça qu'il faut voir, mais c'est pour vous dire que c'est important. Maintenant, si vous perdez la dénaturalisation et que vous aviez des enfants ou un conjoint qui a obtenu la citoyenneté américaine basée sur votre citoyenneté américaine, quelles sont les conséquences? Parce que ça ne va pas s'arrêter seulement à vous. Donc, justement, on dit que voilà, tant que les citoyens, voilà, vous perdez votre citoyenneté américaine, selon le texte, hein, 340D justement du Code de l'immigration, mais vous pouvez, les dérivatives, vous pouvez perdre votre citoyenneté, évidemment. Donc ça dépend, c'est pas exactement slam dunk, hein, donc c'est pas automatique, mais ça va dépendre justement là où se trouvait justement la personne qui a obtenu cette citoyenneté, si elle est aux États-Unis ou pas. Donc par exemple, un exemple, parce que tout ça, ça peut être un peu confus. Voilà, par exemple, quelqu'un qui vit aux États-Unis pendant 3 ans et qui est marié à un citoyen américain, qui est un citoyen américain, voilà, elle a eu sa green card, elle dépose sa demande, évidemment, et tout ça. Mais au moment où elle s'est mariée avec son conjoint américain, son premier mariage n'avait pas été finalisé. Donc, si ce n'est pas finalisé, ça veut dire que le second mariage, il est caduc. Donc, elle, maintenant, quand elle fait une demande de citoyenneté, mais évidemment, elle est inéligible. Maintenant, imaginez si elle a un fils qui, lui aussi, obtient sa citoyenneté parce que sa maman l'a obtenue, justement. Donc, évidemment, l'enfant, il va perdre sa citoyenneté parce qu'il n'a pas ce droit de lui-même. Il a ce droit basé sur la citoyenneté de sa mère. Et vu que celle de sa mère a été révoquée, ben lui aussi également, c'est le cas. Mais maintenant, évidemment, si un autre exemple pour contraster, par exemple, la même personne, on lui retire sa citoyenneté, pas parce que on parle du mariage qui n'avait pas été terminé, mais plutôt on va dire que bon, elle a manipulé, elle a dissimulé un fait qu'on considérait matériel. Maintenant, elle a dit, par exemple, bon oui, j'ai pas été condamnée, j'ai un casier judiciaire vierge, ou alors elle n'a pas tout expliqué. Maintenant, évidemment, elle va se retrouver, l'enfant également va perdre sa citoyenneté. Voilà. Donc, c'est un peu... donc, il y a comme ça, là, pardon, et je veux juste m'assurer, je vais expliquer, parce que le premier exemple, en fait, la fille qui a sa citoyenneté, évidemment, basée sur la citoyenneté de sa mère. Sa mère perd la citoyenneté parce qu'elle n'avait pas, en fait, divorcé de son premier époux. Voilà. Donc, l'enfant ne va pas perdre sa citoyenneté, autant pour moi, si, en fait, la citoyenneté a été révoquée parce qu'on a dit qu'elle a obtenu illégalement. Donc, elle s'est obtenue illégalement. Donc, selon la charge qui est contre la personne qui fait face à la dénaturalisation, ça impacte aussi justement la personne dont l'enfant, le conjoint, etc. Donc, si on vous dit que c'est parce que la personne, votre personne là, qui est en train de faire face à ça, qu'on dit oui, voilà, elle a obtenu ça de manière illégale, c'est différent. Mais si par exemple la personne c'est plus misrepresentation, c'est différent. Donc, c'est très technique, en fait. Mais bon, je veux dire, c'est des choses, si vous devez vous en rendre compte, tout ça pour vous dire quoi? Que perdre sa citoyenneté, c'est un processus qui est très long. C'est pour ça que c'est très, très rare. Et pour vous dire également que vous ne pouvez pas croire tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux où on vous dit exactement, oui, mais bon, voilà, oui, mais oui. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas perdre sa citoyenneté juste à l'aéroport et qu'on vous l'arrache, c'est faux. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
N'oubliez pas de nous joindre, évidemment, joindre la chaîne, hein, évidemment, et activer la cloche de notification. Et nous sommes votre référence francophone en droit de l'immigration. Et merci beaucoup de nous joindre. Merci beaucoup de nous soutenir en tout temps. Merci. À bientôt. Bye.